On continue à parler de ces discussions très importantes et sous tension. Aujourd'hui, les négociations autour du nucléaire iranien entre Téhéran et Washington, une rencontre rare et historique, sous tension parce que Donald Trump menace d'employer la force en cas d'échec de ces négociations avec l'Iran. On en parle avec autour de la table Général François Chauvency. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, consultant en géopolitique. Avec nous également Beling Nabli. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités en droit public, auteur de Relations internationales, droit, théorie et pratique. Et puis Anna Kratz, merci et bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse associée au Queen's Institute de Washington. Alors, je le disais, ce sont deux pays ennemis depuis très longtemps, plus de relations depuis 1980, d'où l'importance de ces négociations qui s'ouvrent aujourd'hui entre l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui se rencontrent donc à Oman. On se souvient qu'il y avait eu un accord qui avait été signé en 2015, c'était sous l'époque Obama, et qui avait été rendu caduc par le retrait de Washington en 2018, cette fois sous Donald Trump. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre entre l'Iran et les États-Unis sur le nucléaire iranien? Anne Kratz. Pour le moment, il ne faut pas en attendre grand-chose véritablement, mais enfin, c'est un début. Ce qui est intéressant à constater, c'est que Trump essaye de réarranger la terre entière. Il veut finir la guerre en Ukraine, il veut éventuellement finir la guerre à Gaza de sa façon à lui, et maintenant il s'attaque aux Iraniens. Bon, le tout étant lié, surtout évidemment Israël et Iran. Si vous voulez, le parallèle qu'il faudrait faire, c'est sans doute le moment où Trump avait essayé avait été allé en Corée du Nord et avait dit je vais résoudre ce problème très rapidement. La seule chose, c'est qu'il n'avait pas demandé son avis aux Chinois, parce que comme ce sont les Chinois qui s'occupent un peu de la Corée du Nord, ils avaient dit à la Corée du Nord, on ne va pas signer quelque chose avec lui tout de suite. Bon, pour faire court. Là, il n'a peut-être pas demandé non plus son avis complètement aux Israéliens. Ce sont les Israéliens quand même qui aussi ont leur mot à dire en ce qui concerne l'Iran. On a vu que M. Netanyahou, l'autre jour, dans le bureau ovale, n'avait pas l'air extrêmement content d'entendre M. Trump dire tout d'un coup, je vais aller négocier. Si on peut parler de négociation, je vais aller parler aux Iraniens. Alors, c'est vrai que les Iraniens, ils ne sont pas dans une position extrêmement confortable. Israël leur a porté des coups très dur. Donc là, pour le moment, ils sont, si vous voulez, ils n'ont pas toutes les cartes, comme dirait Trump. Et là, Trump est véritablement dans une position de force, d'autant plus que les Américains ont fait montre de leur force militaire très, très extensive en envoyant des bombardiers, des porte-avions, etc. On va voir ce que ça va donner. Mais moi, j'ai un peu peur, si vous voulez, pour aller vite en conclusion, que les Iraniens sont encore plus compétents que les Russes dans l'art de prolonger les discussions pour rien. Et ça, Trump, c'est pas son truc, lui. Il faut que ça aille très vite. Donc, on verra. Il faut quand même attendre quelques jours. On accueille autour de la table Michel Derzanski, qui vient de nous rejoindre, journaliste spécialiste des questions internationales, enseignant à l'ESJ Lille et auteur de Comprendre les fractures du monde contemporain chez Hatier. Général Chauvency, d'abord, pourquoi ces négociations précisément maintenant? Est-ce que vous voyez une raison ou pas? À part l'empressement de Donald Trump à essayer de régler tous les sujets de la planète. On est plutôt dans l'agitation générale, j'ai l'impression. C'est vrai, pourquoi maintenant? Il n'y a pas de raison valable. Ensuite, le déplacement de toutes ces forces militaires à titre, je dirais, de signal stratégique, comme on dit, c'est un peu curieux parce que plutôt Donald Trump aurait tendance à dire je n'emploie pas la force, j'aime pas la guerre. Alors quand on déploie des B-52, qu'on déploie 2 groupes aéronavals avec des porte-avions, donc en fait ça fait des centaines d'avions de guerre en mesure de frapper éventuellement, on s'étonne. Maintenant, là j'ai peut-être une divergence sur les rapports avec Israël. Je pense que les liens entre Israël et les États-Unis, et Trump en particulier, sont tellement forts qu'on est dans une phase où l'un et l'autre ont peut-être une raison de traiter le nucléaire iranien. Sachant que le nucléaire iranien, aujourd'hui, on a eu des images il n'y a pas si longtemps qui sont quand même un peu aussi surprenantes du côté de l'Iran. On nous a présenté des grands tunnels avec plein de missiles enterrés, en montrant bien qu'on n'était pas capable de les détruire. En fait, c'est une menace induite, en disant, attendez, je suis aussi armé, je suis capable de frapper. Ensuite, il y a quand même l'uranium qui est enrichi à plus de 60%, alors que c'est 3,75. On n'est pas sur du civil, là. On est sur du militaire. On n'a pas encore atteint le seuil critique, mais il semblerait bien qu'il y ait une capacité à fabriquer plusieurs bombes. Donc on n'a pas réglé encore le problème du Moyen-Orient. Nous sommes dans un problème généralisé du Moyen-Orient et avec des acteurs qui ont intérêt à essayer de trouver une solution définitive locale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Israël est toujours en guerre à Gaza.
elle occupe une partie du territoire syrien. Elle a quand même frappé l'Iran. L'Iran n'a pas montré qu'elle était capable de se défendre et encore moins de frapper Israël. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité, éventuellement, pour régler peut-être un problème de ce type dit nucléaire. Parce que, Belig Nabli, l'Iran est quand même en position de faiblesse, notamment à cause des sanctions, entre autres. C'est peut-être pour ça aussi que Donald Trump veut jouer la négociation maintenant. Oui, c'est l'une des clés d'analyse pour comprendre le moment et finalement le fait que de telles négociations aient lieu. C'est-à-dire que Donald Trump privilégie à la fois les relations bilatérales dans lesquelles il est en position de force. Et là, pour le coup, la séquence diplomatique qui vient de s'ouvrir correspond parfaitement au schéma qu'il affectionne. Il est en position de force face à des Iraniens qui connaissent une situation économique extrêmement difficile dans la mesure où ils subissent des sanctions depuis maintenant des années. L'inflation, pardonnez-moi, en 2024 a augmenté de 35% en Iran. Bien sûr. Et qui dit inflation en particulier dit également une condition socio-économique des citoyens iraniens affectés directement et donc une source d'affaiblissement de la légitimité politique du régime en place dans la mesure où bien sûr ça se répercute sur les relations entre le pouvoir et ses propres citoyens. Donc il y a cette situation-là et en même temps on peut être effectivement plus ou moins surpris par espèce de volontarisme aussi que manifestent les Américains dans l'engagement directement de ces négociations, dans la mesure où effectivement il semble y avoir quand même d'autres priorités dans la région pour la pacifier. Ça a été rappelé, il y a à la fois des situations, Israël continue de bombarder la Syrie, d'occuper le Liban et de commettre des crimes internationaux à Gaza. Et sur ces trois dossiers, l'administration Trump ne manifeste ni intérêt particulier, ni capacité à pacifier la situation. Anne-Kratz, vous vouliez ajouter ? Moi, je voudrais souligner autre chose. L'intérêt de l'administration américaine à l'heure actuelle, c'est surtout d'éloigner toutes les puissances possibles de la Chine. Or, vous savez que l'Iran vend beaucoup de pétrole à la Chine, et ça va ensemble avec la négociation avec la Russie. L'idée, c'est de détacher la Russie et toutes les autres puissances de la Chine. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a aussi ce mouvement dans cette direction. Ça va avec d'autres choses, mais c'est ça qui est un des principaux soucis de l'administration américaine à l'heure actuelle, c'est de faire tout ce qu'ils peuvent pour détacher des pays comme la Russie d'abord, et ensuite l'Iran, de la Chine, qui est vraiment le grand ennemi, notamment sur le front commercial, comme on le vit depuis plusieurs jours maintenant. Michel Derzhansky, il y a quand même de grands absents, encore une fois, ce sont les Européens. Sur la question iranienne ? Oui. Oui, là, de toute manière, les Européens sont déjà en difficulté sur les questions de douane avec les États-Unis. Voilà, la question de l'Union européenne aujourd'hui est une question qui tracasse beaucoup l'Europe. Sur aujourd'hui, la question moyen-orientale, il y a eu les déclarations un peu, particulières du président Emmanuel Macron qui dit vouloir reconnaître un État palestinien en le mettant sous condition X, Y, Z au mois de juin. Je crois que la France aujourd'hui essaye de toute manière de jouer son rôle de troisième voie au Moyen-Orient. Après, pour ce qui est de l'Union européenne, aujourd'hui effectivement, c'est pas sa préoccupation première. Sa préoccupation première aujourd'hui, c'est avant tout les droits de douane. Maintenant, une déstabilisation de l'Iran, ça voudrait dire aussi pour les Européens peut-être un prix du pétrole qui pourrait flamber. Mais ça aurait des conséquences. Ça aurait des conséquences. Maintenant, je pense que sur le dossier purement entre les Américains et l'Iran, il faut se rappeler que lorsque Trump a fait son premier mandat, il n'a pas hésité à supprimer un des responsables majeurs des passes d'Aran, Soleimani, et l'Iran n'a pas répliqué. Donc je pense qu'ils savent qu'aujourd'hui, Trump est capable de passer à l'action. D'autre part, il y a aussi autre chose, c'est que si les Israéliens auraient de grandes difficultés à passer d'Israël à l'Iran, d'un point de vue, via leur aviation, aujourd'hui ils ont un allié qui raccourcit le temps en termes d'intervention, c'est l'Azerbaïdjan. Entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, il y a 400 km. Donc ça va beaucoup plus vite. Pas besoin de ravitaillement. Voilà. Mais je pense que et les Américains et les Israéliens savent que ce serait une opération malgré tout complexe, qui a une détermination. Après, qu'est-ce qu'il va en être,
de ces négociations, entre guillemets, si négociations il y a, c'est trop tôt pour le dire. Mais moi, je pense souvent à ce livre de François Hesbourg qu'il a écrit en 98, qui s'appelait « Le choix des armes », où il rappelait que sur la question iranienne, il n'y avait que 3 scénarios possibles. 1, l'Iran obtient l'arme atomique au sens strict du terme, et ça veut dire la dissémination de l'arme atomique dans tout le Moyen-Orient. 2, on arrive à un processus qui peut être celui de trouver une sorte de négociation win-win où les interlocuteurs européens, américains et iraniens trouveraient une porte de sortie honorable pour les uns et pour les autres. C'est le projet vraisemblablement des négociations d'aujourd'hui. C'est sur ce deuxième scénario que ça se base là peut-être. Et la troisième, c'est la guerre. C'est la résolution par le conflit. Et alors, aujourd'hui, on voit que les Américains, ils sont en train de pencher entre le conflit et parce que tout simplement, l'Iran, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est affaibli. Ils n'ont plus le Hezbollah. Ils n'ont plus leur proxy en Syrie. Ils n'ont plus leur proxy avec les Houthis. Ils l'ont pratiquement plus avec Gaza. Donc ils sont seuls. Et aujourd'hui, les Américains se rapprochent de la Russie. Ce qui veut dire que ça crée un coin entre la Russie et l'Iran. Donc ça devient compliqué pour les Iraniens. D'où la pression des Américains, de Donald Trump. Évidemment, écoutez ce que dit la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. On en parle juste après. The ultimate objective is to ensure that Iran can never obtain a nuclear weapon. The president believes in diplomacy, direct talks, talking directly in the same room in order to achieve that goal. But he's made it very clear to the Iranians, and his national security team will as well, that all options are on the table, and Iran has a choice to make. You can agree to President Trump's demand, or there will be all hell to pay. And that's how the president feels. He feels very strongly about it. Un enfer à payer, les mots sont très clairs. Hein. C'est une menace de guerre. C'est sa phrase favorite, l'enfer à payer. Oui, c'est vrai. C'est pas toujours, heureusement, suivi des faits. Non, mais il y a une autre remarque à faire, c'est que l'administration, la diplomatie américaine, pour une fois dans cette histoire, n'a pas tout à fait tort d'essayer de faire quelque chose avec les Iraniens maintenant, parce qu'il y a une nouvelle succession qui s'annonce. Hein. Le fils de Khamenei va reprendre les rênes, le nouveau président est beaucoup plus modéré que les autres. Dans l'équipe qui va négocier, entre guillemets, avec les Américains, il y a déjà 2 ou 3 personnes qui avaient déjà négocié avec l'équipe américaine précédente lors de l'établissement du JCPOA. Donc ça, c'est quelque chose de très important, le timing. Et là, pour une fois, c'est pas si mauvais que ça. En ce qui concerne le conflit avec l'Iran, moi, je suis personnellement absolument persuadé que les Américains, le peuple américain n'acceptera jamais une guerre contre l'Iran. Et donc, je vois aussi ce qui est d'ailleurs assez intéressant à observer, c'est que les Israéliens disent toutes les 5 minutes « on va faire ci avec l'aval des Américains, on va faire ça avec l'aval des Américains », et les Américains disent « oui, les Israéliens vont faire ça ». Donc il y a déjà tout de suite, les gens essayent de se positionner, les Israéliens se positionnant derrière les Américains. Si on fait quelque chose, ça sera avec la permission des Américains. Sinon, on ne le fera pas, c'est ça l'idée. Et les Américains disant, ouais, les Israéliens veulent faire ça, mais moi, en tout cas, c'est ce que dit le président Trump, moi, non, il n'y aura pas de guerre avec l'Iran. Et là, je crois qu'il sent le sentiment du peuple américain, ils ne veulent pas d'une autre guerre, point, c'est tout, et surtout pas d'une guerre avec l'Iran. Et Général Chauvency, il ne prendra pas le risque, Donald Trump? Ce serait contraire à tout ce qu'il a dit. D'abord, il a été élu sur le fait qu'il n'y aurait plus de guerre à l'étranger. La preuve en Ukraine, d'ailleurs. Donc, c'est déjà le premier point. Deuxième point, effectivement, moi, je crois beaucoup à l'action indirecte, le soutien indirect des États-Unis, parce qu'Israël veut y aller à un moment donné. Ce n'est pas à exclure. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que le facteur déterminant des paroles de Trump, c'est que Trump, il est capable de faire quand même s'il a dit qu'il ne le ferait pas avant. Donc, surtout, les Iraniens, ça les met dans une situation où on dit oui, on peut négocier, mais si on ne l'écoute pas, il est capable quand même de nous déclencher une guerre, malgré ce qu'il a dit précédemment. Donc, c'est un moyen de pression. On arrive dans ce système de pression qu'on a depuis le début en termes diplomatiques par Trump. Il veut obtenir un résultat. Je ne suis pas certain qu'il l'obtienne. A priori, il ne veut pas la guerre. Mais néanmoins, quand on déploie 2 groupes aéronavals, qu'on déploie... Il y a un deuxième porte-avions. C'est un groupe aéronaval, c'est un porte-avions. Voilà. Donc, c'est un ensemble de navires. Donc, c'est 100 avions de guerre par groupe aéronaval. Donc là, il accentue très clairement la pression. Et puis, il a déployé aussi, il l'a fait savoir, des batteries patriotes, et il a fait aussi déplacer des bombardiers furtifs, ne l'oublions pas.